Bonsoir. Merci à tous d'être là pour ce café scientifique. Merci à nos invités qui sont derrière moi. Comme vous avez peut-être pu le voir, il y a un peu d'agitation parce qu'il faut faire beaucoup d'adaptations techniques, beaucoup d'adaptations organisationnelles pour pouvoir organiser un événement de nos jours. Donc vraiment merci à tous de participer et d'être avec nous parce que c'est quand même toujours un plaisir d'être en présentiel. Je trouve qu'il y a quand même quelque chose de rassurant et de réconfortant à ça. J'espère que vous partagez mon sentiment. Donc, les cafés scientifiques, grâce au Nouveau Monde, cette année, on s'adapte à cette situation particulière. D'abord, on vous a un peu éloigné, on vous a accordé plus de place en plaçant nos intervenants sur la scène, ce qui n'était pas le cas les années précédentes. Et puis, la deuxième chose, c'est que nous sommes en direct sur le réseau Facebook de l'Université de Fribourg. Donc, nous aurons peut-être aussi des interventions ou des questions qui viendront directement depuis Facebook. D'ailleurs, on salue aussi les gens qui nous regarderaient depuis chez eux. On est contente de pouvoir partager ce moment aussi avec eux et on les encourage, comme on vous encourage vous, à participer. Les cafés scientifiques, c'est d'abord vos cafés, c'est pas des experts justement sur une scène en dessus de vous face à un public qui saurait moins. L'idée, c'est de partager une discussion comme si on était tous autour d'une table et qu'on pouvait échanger de manière libre. Évidemment, comme d'habitude, on ne peut pas tout à fait échanger de manière complètement libre. La seule chose qu'on vous demandera, c'est la seule règle de ce café, c'est que si vous voulez intervenir, vous me faites signe, je serai votre bâton de parole, je viendrai vers vous, je vous tendrai un micro. Je vous rassure, nous avons 2 micros, ils seront désinfectés entre chaque intervention afin que vous puissiez parler et le tenir sans danger. À la fin du café, après 1h30 de discussion, on vous invitera, comme d'habitude, à rejoindre nos experts ou à vous rejoindre, à vous rassembler dans le foyer du Nouveau Monde sur la gauche à la sortie. Là aussi, on doit s'adapter à la situation. On vous priera d'aller vous servir au bar masqué et de ne consommer et de n'enlever vos masques pour consommer que lorsque vous serez assis aux tables. Comme on ne peut plus vous offrir de petites choses à picorer, on vous offre à chacun un verre de l'amitié, on va dire, que vous commanderez vous-même directement au bar. Voilà, je crois que organisationnellement, j'ai tout dit. Je vous présente Samuel Lagier, qui sera notre modérateur de la soirée, Ibrahim, qui récolte les questions sur Internet. Je vous prie de leur faire bon accueil et je vous laisse maintenant la parole. Merci Farida. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bienvenue dans pour ce café scientifique donc sur le thème de l'éthique, que vous soyez dans la salle ou que vous nous suiviez depuis la page Facebook de l'événement. Donc ce café, comme l'a dit Farida, ce café sera animé par vos questions, par vos commentaires. Donc on a besoin de vous, de votre participation pour faire vivre cette soirée qui se veut un moment d'échange et de partage. Et donc si vous nous suivez en ligne, eh bien faites vos commentaires sur la page Facebook de l'événement et Ibrahim fera votre voix. Ce mercredi 21 octobre est la journée mondiale de l'éthique, d'où le thème de cette soirée. Au cours du siècle dernier, de nombreuses avancées techniques ont été faites, de nombreuses techniques ont été développées qui nous permettent de modifier le vivant, de modifier directement ou indirectement notre environnement. Et le rythme de ces avancées est de plus en plus élevé. Ces techniques sont de plus en plus précises et leur impact est de plus en plus important. Alors, est-ce que toute innovation est bonne? On associe aisément l'éthique à la recherche biologique et médicale. Par exemple, on peut se poser la question de savoir si des cellules souches embryonnaires humaines peuvent être utilisées à des fins de recherche ou de traitement. On peut se poser la question de savoir si la méthode scientifique doit être respectée même dans une situation d'urgence sanitaire, si vous voyez à quoi je fais allusion. Les questions éthiques vont cependant bien au-delà des seuls champs de la biologie et de la médecine, comme nous allons le voir avec nos invités ce soir.
Mais tout d'abord, qu'est-ce que l'éthique dans le contexte de la science et de la médecine? Qui décide de ce qui est éthique et de ce qui ne l'est pas? Est-ce qu'il existe une éthique universelle? L'éthique est-elle un frein au progrès ou bien un guide? J'ai avec moi ce soir 3 experts. Je vais dans un premier temps leur donner la parole pour qu'ils présentent leur point de vue d'experts depuis leur domaine de spécificité. Et avant de vous donner la parole, cher public, pour vos commentaires et vos questions. Alors, le premier invité que je vais présenter est professeur en humanité environnementale à l'Université de Fribourg. Il s'agit de Ivo Wallimann-Helmer. Bonsoir. Il dirige depuis 2019 l'Institut de sciences et humanités environnementales à l'Université de Fribourg. Ivo Wallimann-Helmer se spécialise en éthique climatique. Ivo, dans un premier temps, pourriez-vous nous donner une définition de l'éthique dans le contexte des sciences et de la médecine? Et puis, peut-être plus proche de votre spécialité encore, quels sont les enjeux actuels de l'éthique climatique? Merci beaucoup. Je me présente. On a décidé d'enlever les masques quand on commence à parler, mais pas entre les temps on met la masque. Alors, pour l'éthique, il y a l'éthique plus générale, normative, qu'on pourrait dire. C'est la réflexion sur nos normes et valeurs quotidiennes. Ça, c'est la définition plus générale. Et si on parle de l'éthique en science ou l'éthique dans le domaine de la médecine, on parle de l'éthique appliquée. Et c'est-à-dire qu'on essaie d'user les théories, les standards plus généraux qu'on a dans l'éthique normative pour expliquer, analyser et décider des défis éthiques ou des défis de valeurs qu'on a dans des autres pratiques. Et en médecine, il y a une pratique très élaborée sur l'éthique, il y a des commissions, il y a des experts dans les hôpitaux qui doivent décider ces choses-là. En science, on n'a pas une pratique si élaborée, mais c'est ça ce qu'on connaissait faire ici à Fribourg avec notre institut. On s'engage avec les informaticiens, par exemple, ou avec les médecins aussi, mais aussi avec les biologues, avec les scientifiques de climat et tout ça. On essaie d'analyser leurs défis éthiques qu'ils ont. Et pour l'éthique de climat, le plus important, ou les 2 questions qui sont les plus importantes, c'est une façon de comprendre comment est-ce qu'il faut partager les charges et les responsabilités à cause du climat, protection du climat, l'adaptation au climat, ça c'est une question. Et l'autre question, quels sont les droits pour émission, par exemple, de tout le monde, parce qu'on doit vivre, mais autrement, c'est aussi clair que nous, ici en Suisse, on a beaucoup des émissions de luxe. Merci Ivo. Vous avez mentionné l'informatique. Du coup, je me tourne vers notre invité suivant, Philippe Cudré-Moreau, qui est professeur ordinaire et directeur de l'Exascale Infolab à l'Université de Fribourg. Ses travaux qui portent sur les infrastructures logicielles pour l'intelligence artificielle et le big data lui ont valu de nombreux prix internationaux. Philippe, l'intelligence artificielle fait peur. Peur parce que de nos jours, les machines deviennent de plus en plus intelligentes et on peut se demander si un jour les machines deviendront plus intelligentes que les hommes et de ce fait seront en capacité de nous contrôler. Alors, est-ce que cette peur est uniquement l'œuvre de la fiction? Vous travaillez également sur le big data. Alors, d'où viennent ces données du big data? Qui les contrôle? Qui contrôle les données personnelles et privées? Et finalement, est-ce que la vie privée existe-t-elle encore? Ok, merci beaucoup pour les questions. Je vais commencer donc par répondre à la première au niveau de l'intelligence artificielle. C'est vrai que, je ne sais pas si vous avez suivi, je pense que vous avez vu dans les journaux, hein, c'est vraiment un domaine qui a été en pleine expansion ces 10 dernières années. Et maintenant, c'est un des domaines les plus
les plus populaires au niveau de tout ce qui est informatique, recherche, etc., dans les domaines. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il n'y a rien d'intelligent à l'heure actuelle dans ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Ce qu'on a, c'est des modèles qui sont statistiques, hein, donc qui peuvent quelque part répéter et généraliser des exemples qu'on leur donne, ou c'est ce qu'on appelle supervised learning, ou alors finalement extrapoler de données d'entrée. Donc il n'y a vraiment rien qui est malin au niveau de l'intelligence artificielle. Je dirais quelque part, ça se saurait. Ça se saurait si on avait une intelligence artificielle qui était vraiment intelligente. Je pense que ça ferait un petit peu la une des journaux, plus que ça ne le fait à l'heure actuelle. Donc effectivement, il ne faut pas confondre les intelligences artificielles qu'on développe à l'heure actuelle, qu'en fait on appelle du machine learning, hein, qui sont donc entraînées par rapport à des données, et puis une autre intelligence à nous, qui est une intelligence d'une nature complètement différente finalement. Donc il ne faut pas avoir peur pour l'instant de ce que nous on appelle AGI, hein, donc d'une vraie intelligence artificielle forte, donc traduction de Terminator, hein, d'une intelligence vraiment qui serait artificielle mais qui raisonnerait comme nous. Ça pour nous c'est de la science-fiction à l'heure actuelle. Est-ce que ce sera de la réalité ou non? Personne ne peut le dire, ça c'est vraiment une conjecture, donc scientifiquement, je ne peux pas vous dire « Ah, mais dans 10 ans, il y aura une intelligence artificielle forte qui existera ». Si on regarde les spécialistes, ou si on regarde les gens un petit peu sérieux qui font des projections à ce niveau-là, la grande majorité vous dira « On ne sait pas ». À l'heure actuelle, on n'arrive vraiment pas du tout à faire ce pas entre les intelligences artificielles très spécifiques, très verticales qu'on a à l'heure actuelle, et une intelligence qui va être plus, on va dire, animale ou humaine, qui peut généraliser, qui peut avoir du sens commun, etc. Donc personne ne sait si ça va arriver dans 10, 20, 30, 40 ans. Personnellement, si vous me posez la question, je dirais probablement que ça va arriver dans quelques décades, mais on n'est vraiment même pas aux prémices, on n'a aucune idée comment aller du point actuel vers quelque chose de vraiment intelligent. Donc ça c'est la première chose. Je peux peut-être juste rajouter une chose, désolé je vais faire trop long, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'éthique à l'heure actuelle en intelligence artificielle, parce que même si, je vous ai dit, il n'y a rien d'intelligent dans ces intelligences artificielles qu'on crée à l'heure actuelle, ça ne veut pas dire que si elles ne sont pas aussi intelligentes que l'humain, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas utiles ou utilisées. Donc la plupart des outils informatiques que vous utilisez à l'heure actuelle, si on prend les outils de Google, hein, tous les outils de Google maintenant ont une composante IA à l'intérieur d'outils. C'est-à-dire que ces outils sont très spécifiques, ils ne sont pas malins, mais ils sont extrêmement efficaces pour des tâches spécifiques. Et donc, de plus en plus, hein, ce que vous lisez sur Internet, ce que vous écoutez, les séries que vous regardez également, toute l'information finalement que vous utilisez, hein, que vous avez sur vos écrans, mais également ce que vous achetez online, etc. Tout ceci, c'est quelque part dicté par des intelligences artificielles faibles. Et donc, je pense qu'il y a vraiment urgence à non pas ce qu'on ait peur d'un Terminator, d'une intelligence artificielle forte, mais il y a vraiment urgence à légiférer et à avoir une approche éthique pour toutes ces intelligences artificielles faibles qui vous conseillent des choses seconde après seconde sur le web et même dans la vie réelle. Ça c'est pour la première partie de la question. Ensuite, très rapidement, pour la deuxième partie, le big data. D'où viennent les données du big data? Ben, vraiment de partout, hein, des capteurs, des smartphones. Donc c'est vrai que les utilisateurs, comme vous et moi, on a une très grande source de données de big data, mais il n'y a pas que ça. Il y a toutes les machines qui sont également des sources de données, tous les capteurs qu'on peut mettre sur des animaux, sur des plantes, sur des tronçons de route. Donc il y a vraiment toutes sortes de données. Et qui contrôle ces données? Alors là, c'est malheureusement un petit peu plus négatif, comme vous le savez. C'est principalement des très grandes sociétés américaines ou chinoises, hein, ça dépend. Les Chinois deviennent très, très forts également dans ces domaines. Et donc là, on a un petit peu des monopoles au niveau des données, où finalement, c'est des choses connues. Hein. Si par exemple, les TPF aimeraient optimiser leur réseau de trains, ben, ils doivent demander à des grandes sociétés les données pour savoir combien de personnes il y a dans leur train, vu que les grandes sociétés internationales sauront mieux répondre à ce genre de questions que les TPF eux-mêmes. Donc on arrive à des situations vraiment assez catastrophiques, où finalement, d'un point de vue suisse et européen, effectivement, on a perdu le contrôle sur les données privées. Et donc la vie privée existe-t-elle? Ben, tout dépend. En tout cas, en ce qui concerne la vie online, c'est clair que la vie privée est vraiment compromise. Merci Philippe. Je vais passer la parole à notre troisième expert de ce soir,
qui est médecin à l'hôpital cantonal et professeur à la faculté de médecine de l'université de Fribourg. Jean-Marie Anony, qui est spécialisé en neurologie comportementale et en neurosciences. Le laboratoire qu'il dirige s'intéresse à la récupération après une attaque cérébrale, à l'organisation du langage dans le cerveau et au bilinguisme. Très pertinent ici à Fribourg. Depuis 2019, Jean-Marie est un des vice-présidents de la commission d'éthique régionale de la recherche sur l'être humain. Alors Jean-Marie, j'ai évoqué ce sujet un petit peu plus tôt dans mon introduction. Quelle relation entre l'éthique et la qualité de la science? Et autre question qui vient tout de suite derrière, est-ce qu'il y a des fondements légaux dans l'éthique ou bien est-ce que c'est un domaine qui est complètement indépendant de la loi? Bonjour, effectivement, donc je travaille comme médecin et puis comme enseignant et comme chercheur. Juste comme ça, je suis de garde ce soir, donc si jamais j'ai un téléphone, je me cacherai pour répondre un petit moment. Pour cette première question, est-ce que l'éthique est régie par une loi? En tout cas, au niveau de la recherche, puisque c'est mon expérience, il y a quand même une loi qui a été développée, c'est la loi sur la recherche sur l'être humain. Donc c'est l'éthique humaine, hein, celle-là dont je parle. Les principes de l'éthique ont été développés au Code de Nuremberg en 1947 pour l'éthique humaine, sur la recherche, avec certains principes qu'on a tirés des conséquences, enfin des expériences qui ont été faites pendant la guerre, où on s'est aperçu qu'il manquait quelque chose. On a dit il faut que la recherche cherche le bien, l'amélioration de la qualité de vie. Il faut qu'elle soit scientifiquement prouvée, enfin valide, et il faut que les personnes soient averties. Ça, c'est un point extrêmement important. 1947. Et puis, la déclaration d'Helsinki, 20 ans plus tard, dit il faut un protocole écrit, il faut laisser des traces. Et parallèlement, on a mis en place effectivement cette loi sur l'être humain, qui a un certain nombre qui a une quarantaine d'articles, et cette loi sur la recherche sur l'être humain, elle vise justement à défendre la personne, le participant, mais en même temps à le protéger, puisque le défendre, mais en même temps, elle se soucie que la recherche soit de bonne qualité. Parce qu'il y a ce principe mauvaise recherche et mauvaise éthique. Parce qu'il faut que la recherche soit bonne. Alors après, la décision, qu'est-ce qu'une bonne recherche? On prend les canons scientifiques que l'on a, on prend les canons aussi peut-être culturels que l'on a. Peut-être la recherche n'est pas la même bonne dans des différentes régions. Mais donc, il y a effectivement une loi assez précise. Il y a par ailleurs l'éthique dans la médecine. Alors ça, c'est quelque chose d'un peu différent. L'éthique dans la profession médicale, elle est liée au principe finalement de professionnel. Elle est liée au principe aussi du serment. Alors, le serment d'Hippocrate a été plus ou moins enlevé dans plusieurs pays parce qu'il ne correspond pas tout à fait à ce qu'on veut dire, dans le sens que je défendrai la vie envers et contre tout. On ne peut plus tellement le dire parce que maintenant on a introduit l'aspect de qualité de vie aussi. Donc c'est quelque chose donc des fois on ne va pas le dire de cette manière. Mais il y a des adaptations de ces serments qui ont été faites. Voilà, donc oui, c'est structuré effectivement, et c'est important parce que on est tous des gens qui avons une certaine sens de l'éthique, mais il est important de trouver un accord sur nos différents sens de l'éthique, en tout cas un accord dans nos activités et notre profession. Merci à nos trois experts de ce soir. Je me tourne vers vous maintenant, cher public. Si vous avez des questions, des commentaires, levez votre main pour que Farida vous amène un micro. Sinon, si vous nous suivez en ligne, vous pouvez
poser votre question ou écrire votre commentaire, et Ibrahim se fera le relais de votre question ou commentaire. Pour l'instant, je ne vois pas de main qui se lève. Ibrahim, je me tourne vers toi. Pour l'instant, pas de questions. Alors, je vais ouvrir le bal et poser ma première question. Jean-Marie Anony, vous êtes membre, donc vice-président d'une commission d'éthique qui, dans le monde, on va dire, ou peut-être plus localement en Suisse, qui décide finalement de ce qui est éthique et de ce qui ne l'est pas? Alors, vous parlez de la commission de la recherche. Oui. On parle de la commission de la recherche, Oui. Effectivement. Il y a aussi une commission dans chaque hôpital pour notre activité quotidienne, si on a des questions qu'on se pose. Pour la recherche, en Suisse, il y a un certain nombre de commissions régionales, Genève, Lausanne, Zurich, Berne, Bâle, et puis Saint-Gall et le Tessin, Lugano. Donc elles sont régionales comme ça. Et elles sont finalement dirigées par un président. Souvent, ce sont des chercheurs ou des anciens chercheurs. À Lausanne, c'est un peu différent pour la commission Vaud-Fribourg-Valais de Châtel. C'est professeur Sprumont, qui est fribourgeois, et qui est un juriste. Donc c'est une situation un petit peu différente que par rapport aux autres. Ça amène aussi un éclairage légèrement différent, peut-être. Et puis, les membres de la commission sont des chercheurs de différents niveaux, ou ça peut être aussi des professionnels de différentes. Il peut y avoir des gens de la santé, il peut y avoir un éthicien, il peut y avoir un prêtre, il peut y avoir un statisticien, parce que pour être sûr que la qualité soit bonne. Donc, c'est différent. Et on se retrouve à plusieurs pour évaluer les dossiers, donc ça prend un certain temps, et donner un avis. Ce qui montre aussi, c'est que c'est un consensus, et donc on a des principes, mais on doit aussi se mettre d'accord. C'est une décision commune et c'est une décision d'un groupe. Qu'est-ce qu'il faut améliorer pour que ce protocole soit éthique? Et tout le monde a le droit de parole. Vous avez aussi le droit de parler, cher public. Sinon, je continue avec mes questions. Oui, Ivo, bien sûr. Alors, naturellement, je n'ai pas une question, mais un commentaire, si c'est bien sûr. OK aussi. Alors, ce que tu as décrit, ça montre vraiment pourquoi l'éthique dans la pratique médicale est vraiment développée, parce que vous avez des institutions pour la réflexion. Alors, normalement, dans beaucoup de domaines, ce sont les éthiciens qui font la réflexion, mais pas les gens en pratique. Par exemple, dans le domaine de l'éthique environnementale, il n'y a presque pas de l'institution pour la réflexion éthique. Mais chez vous, alors chez les médecins, ça existe et c'est aussi enseigné dans les études de base. Alors ça se montre comme en pratique médicale, vous avez mis cette idée de réflexion éthique vraiment en pratique. Ivo, justement, j'ai une question pour vous. Donc, vous dirigez un institut qui fait le lien entre les sciences peut-être dures et les humanités. Donc, j'imagine du coup très interdisciplinaire. Comment se passe cette discussion justement entre les humanités et les scientifiques? Alors, premièrement, il faut dire que les humanités environnementales comme les humanités médicales, c'est un fil très large. Alors, il faut définir ce que ça veut dire, et chez nous, c'est l'éthique environnementale. Et le travail, ça veut dire, on essaie d'avoir des projets avec des autres scientifiques, et on commence à discuter leurs défis qu'ils ont dans la recherche, ou leurs défis qui sont vraiment en base dans la pratique. Oui, alors d'une telle sorte. Alors disons, si on a quelqu'un qui discute qu'est-ce qu'il faut faire pour l'adaptation au changement climatique, on a une proposition à faire du recherche économique et géographique et tout ça. On sait ce qu'on pourrait faire, mais après, on voit. Alors ici, il y a peut-être des conflits.
Et il faut discuter ces conflits. Et là, si on est approché aussi, si je connais des publications qui ont peut-être des conflits éthiques, on essaie de discuter et après, le meilleur, c'est de travailler ensemble, de publier des choses qui sont interdisciplinaires. Et l'autre chose qu'on fait, je dois faire un avertissement si c'est OK, c'est on enseigne les étudiants dans nos cours, dans les sciences de l'environnement, aussi dans l'éthique environnementale. Et là, on veut vraiment que les étudiants apprennent comment on fait les décisions éthiques dans la pratique environnementale. Alors ça, c'est le but qu'on a. On essaie de devenir si bien que les médecins, parce qu'ils ont ça déjà. Alors ça fait vraiment partie de l'éducation médicale dans toutes les universités. Et nous, on aimerait bien être les premiers qui font ça pour les sciences environnementales ou les sciences plus générales. Merci. Je peux juste poser une question? Oui, bien sûr. Est-ce qu'un programme artificiel pourrait être utilisé pour réfléchir sur les fondements d'éthique émettre des règles, par exemple, dans une certaine activité, justement l'environnement ou le fait d'un certain traitement, par exemple? Oui, alors, en un mot, non. Mais pour expliquer un petit peu de manière plus détaillée. Alors, encore une fois, tout ce qui est, on appelle ça common sense reasoning, tout ce qui est sens commun, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas du tout à faire avec les techniques modernes d'intelligence artificielle. Donc, effectivement, là, un réseau de neurones artificiels, hein, vu que c'est ce dont on parle, un réseau de neurones artificiels ne pourrait pas, à partir d'un cas donné, émettre des principes de règles d'éthique. Ce qu'il pourrait faire, c'est si on lui donne vraiment, on va dire, 100 000 exemples de cas éthiques et les règles qui vont avec, alors à ce moment-là, il pourrait extrapoler pour un nouveau cas d'éthique. Mais il faudrait vraiment, c'est vraiment quelque chose où il faut énormément d'exemples, donc il faut si possible des millions d'exemples. Et puis après, finalement, donc, ce sont des méthodes statistiques qui, statistiquement, vont corréler input-outputs. Et puis, donc, dans ce cas-là, on pourrait faire quelque chose, mais je pense que dans le cas de l'éthique, ce ne serait pas très applicable. Après, ce qu'on pourrait utiliser, par contre, c'est des choses qu'on utilise beaucoup moins à l'heure actuelle en intelligence artificielle, mais qui étaient les fondements même de l'intelligence artificielle jusque dans les années 2000-2010, c'est la logique. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est des axiomes logiques, si A alors B, si pas A alors C, et on pourrait avoir toute une sorte de taxonomie d'axiomes logiques et de dériver des nouveaux axiomes logiques à partir des premiers axiomes logiques d'éthique. Mais ça, c'est vraiment de la logique et c'est plus ce qui est à la mode au niveau de l'intelligence artificielle à l'heure actuelle. Ce qui est à la mode à l'heure actuelle, donc, c'est apprendre à partir des exemples et c'est ces fameux réseaux de neurones artificiels. Merci, Philippe. Nous avons une première question ou un commentaire en ligne et puis ensuite nous avons une question dans la salle. Alors oui, c'est une question de Yolanda qui demande la question suivante. Existe-t-il une commission d'éthique environnementale au niveau mondial? Ivo, peut-être, sûrement même, surtout. Alors ce que j'ai pas en parlé, c'est qu'en Suisse, on a une commission sur la recherche non humaine. Alors ça existe au niveau de nations. Il y a aussi ces commissions cantonales sur la recherche avec les animaux. Et là, par exemple, il y a des gens qui développent des logiques pour décider si on peut faire cette recherche avec cet animal ou non. Alors ça existe. Ce n'est pas programmé, mais ce sont des logiciels qui existent. Mais globalement, je pense que ça n'existe pas. Il y a certaines institutions de recherche pour la biodiversité, par exemple, ou pour le changement climatique qui existent, et aussi des institutions politiques qui essayent de coordonner ces décisions. Mais vraiment, une commission d'éthique environnementale globale, ça n'existe pas. Je peux ajouter une petite chose, mais parce que l'autre chose que tu as dit à cause de... Ouais, alors, on peut faire un algorithme de faire une comparaison
entre millions de cas éthiques et après exposer un nouveau cas, ça existe comme méthode éthique aussi. C'est appliqué éthique narrative. Et l'idée, ça existe dans la pratique médecine, et l'idée c'est vraiment, on comprend seulement vraiment les défis éthiques si on raconte l'histoire. Et si on raconte plusieurs histoires et compare toutes ces histoires, on peut savoir ce qu'on doit faire dans un cas qui n'est pas clair. Alors, comme méthodologie, ça existe, mais c'est aussi, je pense que ça n'a jamais été fait avec un algorithme. Merci. Question dans la salle. La question dans la salle arrive dans un instant, le temps que le micro soit allumé. En avant. J'étais interpellée, vous avez parlé plusieurs fois du sens commun en relation avec l'intelligence artificielle. Et en éthique, est-ce que le sens commun, ce serait nos valeurs? Est-ce que ça serait cette idée derrière? Vous avez parlé tout à l'heure de conflits, quand il y a des conflits. Et on voit que nos sociétés évoluent énormément, très vite. Et là, est-ce que l'informaticien pourrait être capable de savoir d'où viennent ces influences, comment nos valeurs évoluent, à quelle vitesse, et peut-être sont plus rapides qu'un médecin qui a ces valeurs qui datent de plusieurs décennies. Oui, oula, c'est une question compliquée. Donc premièrement, oui, comme je le disais, hein, là, au niveau sens commun, c'est vraiment quelque chose qu'on n'arrive pas à simuler ou à coder ou à extraire de manière statistique à l'heure actuelle. D'un point de vue, je dirais, informatique, le sens commun, effectivement, c'est quelque chose d'assez flou pour moi. Et donc, je ne saurais pas comment l'extraire. Par exemple, si on me donne, je ne sais pas, tous les romans qui ont été écrits jusqu'à présent, on peut peut-être les avoir, Google les a probablement en format texte. Mais après, si on veut faire un algorithme qui, à partir de toute cette masse d'informations, extrait le sens commun ou les valeurs, je pense que ça ne donnera rien parce que ce n'est pas assez spécifique comme requête. Donc moi, je ne saurais pas comment le faire, et de manière générale, on ne sait pas comment le faire, hein, encoder sens commun. Après, concernant votre remarque, est-ce que le sens commun, non pardon, pas le sens commun, les valeurs, du coup, évoluent rapidement? Moi, je ne suis pas un spécialiste de ceci, je crois que je vais demander à Ivo ou à Jean-Marie de l'aide. Moi, j'ai l'impression, mais ça c'est plus une impression personnelle, quoique les valeurs sont relativement... stable. Alors bien sûr qu'il y a le contexte qui évolue, hein. Par exemple, justement dans mon domaine, tout ce qui est digital, ça est cyberbullying, hein, tout ce qui est réseaux sociaux, il y a beaucoup de nouveautés au niveau social, au niveau personnel. Mais je pense que pour moi, les valeurs évoluent lentement. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas du tout à capturer par nos méthodes scientifiques actuelles. J'appelle à l'aide. Là, je ne sais pas si Ivo ou Jean-Marie, vous pouvez m'aider. Oui, Ivo ou Jean-Marie, ou les deux. Ivo, dans un premier temps. Alors la chose, je suis d'accord avec toi. Je pense que le développement des valeurs est très lentement, pas trop vite. Mais le problème, c'est le développement de la technique. Alors, avec le big data, par exemple, c'est aussi la loi qui n'est pas là où il devrait être pour nous protéger. Alors, on est trop lentement et le développement technique est trop vite pour nous. Et je pense qu'on dans la pratique scientifique, médicale, c'est plus facile, mais quand même, là où on a aussi des problèmes. Par exemple, tu as parlé du problème que c'est plus clair, où la vie d'un être humain est finie, ou peut-être aussi quand la vie commence. Et là, il faut des discussions et des décisions de valeur de la société. Et de temps en temps, les développements aussi dans la médecine sont plus vite que nos valeurs ou nos lois. Et à mon avis, ça c'est le point où il faut avoir la politique, mais aussi avoir les discussions de l'éthique dans les commissions ou dans le public. Alors, ce qui développe vite, c'est la technique, mais les valeurs, c'est très, très lentement. Et stable. Ça, c'est le positif. Pour
compléter cette remarque, je trouve très intéressant. C'est vrai qu'on aurait des fois envie de se faire aider par des algorithmes. Je vous prends un exemple, des études qui sont soumises à la commission de Genève, de Berne ou de Lausanne ou de Zurich vont peut-être pas recevoir tout à fait les mêmes réponses, hein. Exactement les mêmes, parce que c'est un groupe de 10 personnes, mais ce n'est pas des personnes qui sont tout à fait les mêmes. Donc il peut y avoir des influences. Le sens commun peut varier un peu selon le moment aussi, hein, si on est fatigué ou pas, si on vient de se faire tromper ou pas. Enfin bref, il y a différentes choses qui font qu'on a une perception du personnel qui peut modifier un peu. Et des fois, on serait intéressé à avoir une petite aide informatisée. Juste rajouter un exemple que je trouve très parlant. Alors un exemple spécifique, hein, au niveau des valeurs. En informatique, à l'heure actuelle, donc, il y a beaucoup d'efforts pour essayer d'avoir des algorithmes plus éthiques ou nous on appelle ça moins biaisés. Parce que c'est vrai qu'un algorithme de base, ça doit avoir un biais, parce que le but d'un algorithme, c'est de faire une décision quelque part. Mais on n'aurait pas qu'il y ait des biais qui vont contre notre société. Donc un exemple concret, c'est l'exemple de Compass aux États-Unis. C'est un petit peu de la science-fiction pour nous, mais c'est un algorithme, donc une AI, une intelligence artificielle, qui va aider le juge local aux États-Unis à décider si une personne qui est au tribunal peut avoir un bail ou non. Donc si elle peut payer pour être libre ou bien si elle va rentrer en prison. Et donc, vous imaginez bien l'idée, c'est que si le criminel, entre guillemets, ou la personne en question est trop dangereuse, elle ne peut pas avoir comment est-ce qu'on dit en français, un bail ? Elle ne peut pas avoir une caution, et donc elle devra rester en prison plutôt que de payer et de pouvoir être libre jusqu'à la fin du jugement. Donc, pour ceci, les États-Unis, il y a beaucoup de juges qui ont une aide. Donc, ce n'est pas l'intelligence artificielle qui prend la décision, mais l'intelligence artificielle va analyser le CV, entre guillemets, et les faits de la personne, et puis elle va dire, moi je dirais plutôt oui, moi je dirais plutôt non. Donc déjà je trouve ça assez absurde, en tout cas d'un point de vue européen et suisse, hein, qu'on laisse une telle marge de manœuvre à une intelligence artificielle qui encore une fois ne va pas prendre la décision, mais va vraiment influencer la décision du juge, quoi. Et donc, je vous raconte tout ça parce qu'en fait, devinez quoi, ce logiciel Compass, qui a été fait par une boîte privée aux États-Unis, eh bien, il semble qu'il soit très négatif vis-à-vis des populations afro-américaines. Pourquoi ? Parce que, devinez pourquoi, c'est parce qu'encore une fois, tout cela vient d'exemples et de manière générale, en moyenne, les juges aux États-Unis, eh bien, ils ont un biais négatif envers les populations afro-américaines. Tout ça pour dire qu'à cause des exemples, à cause de l'histoire humaine, l'intelligence artificielle que cette boîte a développée également a un biais négatif. Donc, elle va juger pour, entre guillemets, le même CV, elle va juger plus négativement un afro-américain qu'un blanc ou qu'un asiatique. Et soit, bon, ça c'est un problème, mais après le vrai problème qu'on a quelque part scientifiquement, c'est vraiment de quantifier ceci, parce qu'on est tous d'accord que ça ne doit pas être le cas, mais après il faut qu'on puisse quantifier, mais comment exactement est-ce que les populations afro-américaines sont prétéritées, et puis qu'on mette des chiffres là-dessus, et vous imaginez bien que c'est quelque chose de très complexe à analyser. Et il y a une guerre à l'heure actuelle entre des groupements d'individus et la compagnie pour dire non, mais suivant cette métrique, votre logiciel est biaisé contre les populations afro-américaines. Et la boîte dit non, non, mais si on prend cette autre métrique, tout va bien. Et nous, on a utilisé cette autre métrique. Donc c'est là qu'on voit que même si on a une valeur commune, même si on est tous d'accord que le logiciel ne doit pas être biaisé contre telle ou telle sous-population, eh bien après, c'est très compliqué techniquement de finalement se mettre d'accord sur une évaluation, sur une métrique spécifique, sachant que nous, on utilise 50 métriques pour ce genre de choses. Donc même si on est d'accord sur la valeur, c'est très compliqué au niveau scientifique et technique de se mettre d'accord sur ensuite si oui ou non le logiciel est biaisé. Prenez votre courage à deux mains et faites-nous part de vos commentaires, de vos questions. On aimerait bien vous entendre votre voix derrière ces masques, que vous soyez d'ailleurs derrière un masque ou bien derrière un écran d'ailleurs. Voilà, donc on attend vos questions, vos commentaires pour que cet événement soit aussi le vôtre et qu'on puisse
qu'on puisse avoir un moment d'échange. Oui. Alors moi j'avais une question par rapport à la robotisation de la société. Il me semble que c'est un sujet qui apparaît fréquemment dans les journaux. Et du coup ce serait plutôt pour vous, Monsieur Moreau. Comment est-ce qu'on fait à propos de l'emploi et les robots qui prennent la place de l'emploi? Je ne sais pas si vous avez réfléchi beaucoup à cette question. Oui, je pense que c'est une question très actuelle. Et je suis assez surpris finalement que les politiques ou de manière générale dans la société, on se soucie si peu de ceci. Donc j'ai été un petit peu négatif sur l'intelligence artificielle à l'heure actuelle. Je vous ai dit, ouais, en guillemets, c'est nul, c'est pas intelligent. Mais encore une fois, il faut pas confondre l'intelligence humaine et puis l'efficacité quelque part de ces logiciels. Donc ces logiciels sont implacables dans le sens où pour un sujet spécifique, pour un problème spécifique à l'heure actuelle, les intelligences artificielles peuvent être largement meilleures que l'être humain. Pour vous donner un exemple concret, par exemple, c'est assez fou, détecter des objets sur des images. C'est quelque chose qu'on ne savait pas du tout faire il y a ne serait-ce que 10 ans. Mais à l'heure actuelle, une intelligence artificielle sera bien meilleure qu'un humain pour détecter s'il y a une corvette ou une VV ou je ne sais pas, un être humain sur une image qu'un être humain standard. Donc tout ça pour dire qu'on a fait des avancées assez folles au niveau de ces intelligences très verticales, très spécifiques. Et ce qu'on dit à l'heure actuelle, c'est que n'importe quelle tâche un petit peu répétitive comme ça, où on peut facilement répéter l'évaluation de cette tâche, comme encore une fois trouver quelque chose sur une image, ou je ne sais pas, pondre peut-être quelques phrases, ou n'importe quelle tâche répétitive, on peut l'automatiser avec une intelligence artificielle à l'heure actuelle. Si on s'en donne les moyens, bien sûr, ce n'est pas facile. Ça demande beaucoup de données, beaucoup d'équipements, etc. Tout ça pour dire que réfléchissez aux différents métiers qu'on connaît. Il y a quand même beaucoup de nos tâches, dans tous les métiers, y compris le mien, qui sont répétitives quelque part, où on pourrait vraiment imaginer entraîner une intelligence artificielle pour faire cette partie du métier. Donc, moi, si je pense à mon métier, par exemple, quand je commence à corriger des examens, ça devient très vite répétitif. Donc ça, c'est quelque chose, effectivement, à terme, on pourrait vraiment avoir des intelligences artificielles qui me remplacent pour corriger un examen de maths ou d'informatique ou même de français. Il faut suffisamment avoir d'interaction et d'itération et d'exemples, simplement, quoi. Tout ça pour dire que de plus en plus, l'intelligence artificielle telle qu'on la développe en informatique, elle va toucher de plus en plus de monde au niveau des jobs, et c'est absolument évident que ça va remplacer beaucoup de jobs répétitifs, voire moins répétitifs. Si on prend les journalistes, c'est peut-être pas un job très répétitif, mais on sait que déjà à l'heure actuelle, il y a beaucoup de news, par exemple sportives, qui sont écrites par des algorithmes, parce que c'est un petit peu, malgré tout, toujours pareil. Si on connaît les 2-3 éléments importants d'un match, on peut déjà donner ceci à une intelligence artificielle qui va écrire un joli article d'une demi-page sur le match. Donc oui, il y aura d'énormes dégâts au niveau des jobs. Pour moi, ça ne fait aucun doute. Non, on n'est pas du tout prêt. C'est pas nouveau. Si vous regardez l'histoire moderne, il y a eu ces 200 dernières années, il y a eu toutes sortes de révolutions. On peut parler bien sûr de l'agriculture, mais de plein d'autres domaines, la construction, où il y a eu donc une avancée technologique qui a fait qu'une partie de la population s'est retrouvée sans job. Et je crois que malheureusement, le constat est assez clair et implacable, c'est que nos sociétés ne se soucient pas trop, malheureusement, de ces personnes qui sont mises sur le carreau, quoi. Et moi, c'est ce qui me fait peur. Je pense que dans le futur, comme l'agriculture, quelque part, s'est transformée, ou peut-être la construction s'est transformée, à long terme, il n'y a pas de problème. Il y aura de nouveaux jobs. Il y a tous les jobs de réseaux sociaux, justement, d'informatique, etc., n'existaient pas il y a 40 ans, et ils vont exploser dans le futur. Donc, je ne me fais pas de soucis sur le long terme. Il y aura assez de jobs pour tout le monde, mais je me fais vraiment du souci pour la transition, où je pense que comme dans les années qui nous ont précédés, il y a toute une partie de la population qui va se retrouver sur le carreau et finalement qui aura peu de possibilités quant à se recycler, apprendre un nouveau travail ou simplement trouver un nouveau job. Donc je pense que c'est effectivement, merci de poser la question, je pense que c'est vraiment une question centrale et il faut qu'on soit meilleur en tant que société pour être plus flexible, pour offrir vraiment des nouvelles possibilités de carrière, pour
que les adultes reviennent à l'université, par exemple. À l'université de Fribourg, on a un programme qui s'appelle 30+, mais ce n'est pas évident, bien sûr. Si vous avez 45 ans et une famille, comment est-ce que vous voulez faire retourner à l'université et faire un bachelor? Il faut qu'on réfléchisse vraiment à tout ceci. Il faut qu'on soit plus flexible, simplement, de sorte qu'une personne qui perd son travail parce qu'une IA fait son travail à 55 ans, eh bien, elle puisse avoir un avenir professionnel jusqu'à 65 ou jusqu'à la retraite. Une question d'abord en ligne, et puis ensuite, nous avons 2 questions dans la salle. Alors, en fait, il s'agit de 2 questions de Yolanda, mais je vais les synthétiser. Alors, la question est la suivante. L'humanité, les droits de l'homme, l'humanisme et le développement durable sont-ils pris en compte dans ce mariage d'amour ou de raison? Est-ce que vous voulez que je répète la question ou ça joue? La partie en milieu, je sais pas. Alors, je la répète entièrement. L'humanité, les droits de l'homme, l'humanisme et le développement durable sont-ils pris en compte dans ce mariage d'amour ou de raison? Yvo. Ouais. Ça, c'est une question très, très difficile. Alors, je pense plutôt, si on parle de la relation entre éthique et des autres systèmes de valeurs ou des autres pratiques, c'est toujours une relation, pas d'amour, mais de raison. Parce que moi, je pense que la réflexion, c'est une question de pensée, de logique et tout ça. Alors, on prend des théories, on essaie de comprendre les arguments et on essaie de les critiquer et prendre une position. Et ça, c'est toujours une pratique de raison. Même si vous êtes philosophe, c'est aussi une relation d'amour, mais ça, c'est quelque chose d'autre. Très bien, merci. Je confirme que oui, aussi en médecine, c'est un mariage de raison. Je veux dire, les chercheurs ou les cliniciens qui veulent faire la recherche, je pense, ils sont passionnés, ils passent leur soirée à essayer de trouver, de faire un projet, et puis tout à coup, il faut qu'ils passent devant la commission, on va leur dire non, ça va pas, etc. C'est des mariages de raison, on est d'accord. Oui. Mais qui peuvent, pour lesquels il peut y avoir une petite affection à la longue. Mais peut-être pour ajouter, ça, pour moi, ça montre pourquoi l'éthique est très importante dans l'éducation interdisciplinaire. Parce que si ceux qui dessinent de la recherche ou dessinent des algorithmes ou qu'est-ce qu'on parle, s'ils savent, ici peut-être j'ai un défi éthique, ou peut-être ici il y a des concepts qui sont problématiques, de la perspective éthique, ils peuvent développer leur projet d'une façon qui est moins problématique. Alors, je pense que ça montre pourquoi l'éthique comme réflexion raisonnable, on dit, je crois. Si on a ça dans l'enseignement, l'éducation, on est capable de voir, alors je ne peux pas faire comme ça, alors ici il y a un problème d'éthique, alors je propose quelque chose de différent. Merci. Merci à vous. Question dans la salle. Ouais. Alors, je rebondis avec ces chercheurs cliniciens qui ont l'envie de faire une recherche, une étude, et qui passent devant la comité d'éthique de recherche, la CER. Est-ce que, je me posais la question, il y a des études, des projets de recherche qui existent sans forcément avoir le consentement éclairé du patient? Il y a des études qui ne concernent pas la loi sur la recherche sur l'être humain. Ce sont les études qualité, ce sont les études rétrospectives à partir de quelques patients, jusqu'à 4, et puis ce sont les études sur les données anonymisées. Donc il y a effectivement des situations où il n'y a pas besoin. Alors des fois on demande s'il y a besoin ou pas, ou des fois on le fait parce qu'on dit il n'y a pas besoin, effectivement. Après il peut y avoir des désaccords entre le chercheur et la commission. Ah mais ça je pensais anonymiser, non c'est pas tout à fait anonymisé, donc il peut y avoir des petits désaccords. Mais il y a effectivement des situations où ça passe, où ça n'a pas besoin de passer. Tout à fait. Merci. Autre question dans la salle? Oui.
Bonsoir. Alors, il y a donc le comité d'éthique par rapport à la médecine, elle est déjà assez mise en place par rapport à des projets qui sont proposés par des chercheurs. Mais maintenant, par rapport à, par exemple, des projets d'un point de vue digital, informatique, qui sont mis, par exemple, à des senseurs sur voilà, le sommeil, enfin, différentes applications qui commencent à tourner au niveau de prendre la pression, le pouls, enfin, que ce soit des choses un peu basiques au niveau médical, qui commencent à quand même prendre de la place au niveau des personnes individuelles. À quel point est-ce que le comité d'éthique s'intéresse aussi à ce genre de technologies qui commencent à être mis en place, que ce soit d'un point de vue données. Déjà, qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces données sur des éléments médicaux, enfin pas médicaux forcément, mais d'un point de vue santé. Est-ce que le comité d'éthique s'intéresse quand même à quelle place ces technologies qui concernent un peu la santé vont prendre la place et à quel point est-ce que le médecin devra travailler avec ça, et quand est-ce qu'une loi sera mise par rapport au fait qu'on accepte ou pas, et si c'est déjà mis en place, on ne pourra plus dire non. Enfin, c'est un petit peu à quel point le comité d'éthique s'intéresse aussi aux projets qui sont déjà mis en place par la technologie et pas uniquement par les chercheurs qui décident d'entreprendre quelque chose. C'est une très bonne question, c'est une très bonne remarque. Il y a plusieurs projets donc, la commission d'éthique sur la recherche s'intéresse aux projets de recherche. Et, par exemple, pour valider un senseur, par exemple, typiquement Apple Watch, si on veut le valider de manière médicale, on va faire une petite étude pour être sûr que l'Apple Watch fonctionne aussi bien que l'électrocardiogramme qu'on met là-dessus. Et là, effectivement, c'est les lois sur les devices, ce qu'on appelle, qui maintenant est assez bien établie. Et ces projets-là vont être aussi passés devant la commission d'éthique. La commission d'éthique doit aussi apprendre à analyser ces projets. Et sa question, une des grandes questions, parce que ce n'est pas des choses dangereuses, hein, on met un Apple Watch, ce n'est pas dangereux, mais c'est dans ce projet de recherche, que vont devenir les données individuelles des gens? Est-ce qu'elles sont suffisamment protégées? Est-ce qu'elles sont suffisamment... ou est-ce qu'elles partent partout? Surtout avec ce que je disais matin, si vous avez, avec la capacité, les techniques actuelles, je veux dire, vous retrouvez une dent quelque part, vous avez déjà vu dans NCIS, on sait tout à coup qu'elle appartient à un type qui se trouve à San Diego ou à Shanghai, avec les techniques génétiques et tout. Donc, il faut se protéger là-dessus, il faut protéger les données individuelles. Ça, je pense, c'est un point, c'est un souci en tout cas. Je ne sais pas si j'ai tout à fait répondu à votre question. Donc oui, on est impliqué. Oui, le problème des devices, des technologies est là. Et oui, il y a un certain nombre de boîtes, si pour utiliser un terme large, disons, de firmes ou de start-up qui lancent des choses et qui nous soumettent les projets de recherche pour qu'après ils soient validés pour la santé. Je peux juste rebondir d'un point de vue, de mon point de vue. Donc, j'abonde bien sûr dans le même sens, dans le sens où, donc moi je suis informaticien et chaque fois que j'envoie un projet de recherche, que ce soit au FNS, donc en Suisse, ou IRC ou autre, donc c'est européen, je dois cocher toutes les petites cases. Donc, est-ce que ça concerne des humains, est-ce que ça concerne des données privées, etc. Donc, la réponse est oui. Donc, chaque fois que je veux faire un projet qui vaguement se rapporte à un être humain ou à des données privées, je dois l'indiquer comme tel. Et ensuite, on doit passer des comités d'éthique. Le problème que moi je vois ici, c'est que, bon, d'une part, nous, on n'est pas habitués en informatique, mais ça, on peut changer, bien sûr, nos habitudes. Et tout comme vous, moi, je veux que les données privées soient respectées, etc. Mais il y a quand même beaucoup de problèmes, après plus, je dirais, techniques à ce niveau-là. Je vais en citer deux. Tout d'abord, c'est très très lent pour nous, informaticiens, ces comités d'éthique. Et donc, moi, si j'ai le choix entre repousser mon projet d'une année, et j'exagère pas, hein, parce que je dois attendre une année que la commission d'éthique me dise oui ou non, ou faire quelque chose de différent, moi, je vais faire quelque chose de différent. C'est pour ça que je ne ferai pas, dans le futur, à première vue, des projets avec, j'en sais rien, une Apple Watch ou des choses comme ça, parce que ça va me prendre beaucoup trop de temps pour avoir le OK de la commission d'éthique.
Et alors je ne vous parle même pas des projets européens. J'avais un projet européen où je devais faire du crowdsourcing, donc c'est demander à des gens online leur opinion ou leur aide. Et alors là, je devais avoir l'approbation des comités d'éthique de tous les pays européens. Donc autant dire que j'ai dit à la Commission européenne, bon, je ne vais pas faire cette partie du projet parce que ça va me prendre 3 ans pour avoir 25 OK des pays, quoi. Donc ça, c'est un vrai problème. Ça peut vraiment être très très long pour un informaticien d'avoir ces OK. Et après, j'aimerais quand même souligner que, bien sûr, moi je suis pour avoir un processus, bien sûr, mais il y a 2 poids, 2 mesures. Parce qu'on parle justement de l'Apple Watch. Apple, pendant ce temps, entre guillemets, fait n'importe quoi avec Google avec ses données, sans passer par des comités d'éthique et sans du tout avoir des freins à ce niveau-là. Donc il y a vraiment 2 poids, 2 mesures où, d'un point de vue maintenant, on va dire administratif ou scientifique, c'est quasiment impossible de faire ce genre de soft ou d'études. Et par contre, les grandes entreprises internationales, elles, font n'importe quoi et ne demandent rien à qui que ce soit. Donc il y a vraiment beaucoup de choses, beaucoup de progrès à faire dans ces domaines-là. Question, d'abord une question en ligne et ensuite question dans la salle. Oui, en fait, il s'agit de Yolanda. Sa question précédente, en fait, n'a pas été bien comprise, donc du coup, je me permets de la reposer autrement. Quand il s'agit de se prononcer sur une question d'éthique, est-ce que les critères suivants sont pris en compte ? L'humanité, les droits de l'homme, l'humanisme et le développement durable. Est-ce que c'est plus clair maintenant ? Ou vous voulez que je le répète ? Alors la question, c'est si ces critères sont l'essentiel pour décider une question éthique. Voilà, oui. Donc ces 4 critères-là. Ouais, ok, alors, merci. Alors le problème avec l'éthique, je peux vous dire que c'est une méthodologie. L'éthique demande comment est-ce qu'on veut que les gens, les choses sont. On veut évaluer si les choses sont bien ou mal. Et ça, c'est la méthodologie. Mais le problème avec l'éthique, c'est qu'il n'y a pas une théorie ou des critères standards qu'on pourrait user pour évaluer les choses. Alors, depuis l'ancien, on a 3 théories d'éthique qui sont pas en conflit, mais qui existent en parallèle. Et on n'a pas encore décidé en éthique quelle est la théorie standard pour décider. Et comme ça, les choses où Yolanda avait dit, ce pourrait être des critères qui sont relevants, mais ce ne sont pas les seuls critères qui sont relevants ou les critères les meilleurs, parce que ça, c'est déjà quelque chose qu'il faut discuter. Et pour 2 exemples, par exemple, les droits de l'homme, ça, c'est quelque chose qui a développé historiquement, mais il n'y a pas de théorie qui justifie pourquoi on a tel et tel droit. Et quels sont les droits qui sont relevants. Et est-ce qu'on doit faire une différence entre les droits de l'homme chrétiens et les droits de l'homme islam? Est-ce que ça, c'est la même chose ou non? Alors, ça, c'est déjà une discussion. Si on veut discuter la durabilité, s'il vous plaît, venez dans mon séminaire. Là, on discute depuis 2 années et c'est exceptionnellement difficile de savoir qu'est-ce que c'est la durabilité. Qu'est-ce que sont les critères? Qu'est-ce que sont les droits pour le futur, pour la nature et tout ça. Et comme ça, on ne peut pas dire, oui, alors c'est clair. Alors on prend un concept et après, c'est clair, on décide avec ça. Premièrement, il faut définir le concept, les critères qui sont relevants. Et autrement, il faut aussi savoir qu'il y a une pluralité de standards et l'éthique n'a pas une solution. Quel est le standard plus haut, oui, merci. Merci. Autre question dans la salle. Bonsoir. Je voulais vous demander en fait votre avis un peu sur, par exemple, la Chine avec la reconnaissance faciale et intelligence artificielle, justement. Est-ce qu'un jour ça pourrait s'appliquer au point de vue européen? Comment ça se passe au niveau de l'éthique? Est-ce que le régime politique influence énormément l'utilisation justement de ces données, parce qu'à la base, la population chinoise voit ça comme une simplification de la vie en fait. Donc, où est la limite de l'éthique, où est la limite du gouvernement, etc.
Alors, qui veut prendre la parole sur ce sujet? Ivo ou Philippe? Ivo. Oui, donc, merci pour la question. Donc, tout d'abord, il faut bien comprendre que la Chine, c'est une puissance majeure à l'heure actuelle en intelligence artificielle. Je dirais que c'est la deuxième puissance majeure avec les États-Unis. Je la mettrai quand même assez loin derrière les États-Unis, mais devant l'Europe. Donc, effectivement, la Chine joue un petit peu son futur économico-politique, une partie de son futur sur ces technologies. Donc, c'est vraiment au niveau étatique, la Chine pousse à fond ces diverses techniques d'intelligence artificielle. Et donc, effectivement, ils ont des très grosses compagnies comme, par exemple, SenseTime, qui sont spécialisées dans tout ce qui est reconnaissance faciale et finalement logiciels basés sur ces reconnaissances faciales. Et donc, ils sont effectivement utilisés en Chine par l'État. Comme vous le savez, hein, donc, la notion de vie privée en Chine est très différente de l'Europe. Et d'ailleurs, la notion européenne est très différente de la notion américaine, juste pour vous donner une petite idée. Donc, tout cela est vraiment très différent et assez local. Et en Chine, alors mes collègues n'ont pas de problème au niveau big data, hein, parce qu'effectivement, c'est l'État qui leur donne des données pour entraîner des softs. Donc, c'est une situation plus simple techniquement, peut-être plus compliquée au niveau vie privée, hein, mais c'est vrai que c'est une situation très différente. Et c'est vrai également que, donc, d'une part, l'État utilise ces logiciels de reconnaissance faciale pour diverses applications directement liées à l'État. Hein, donc ça peut poser bien entendu beaucoup de problématiques. Ce qui est également le cas à l'heure actuelle, c'est que de plus en plus la Chine exporte ces technologies. Donc il y a de plus en plus de pays qui achètent ces technologies de reconnaissance faciale à la Chine. Donc effectivement, je pense que c'est vraiment des développements à suivre et qui peuvent vraiment poser toutes sortes de problèmes éthiques. Je ne sais pas si Ivo, peut-être tu peux rajouter quelque chose. Oui, je peux. La question, c'est quoi? Une chose, c'est vraiment ce qu'on a dans ces questions, si on veut vraiment savoir toutes les choses sur les hommes, les individus. La question, c'est quelle est la valeur de vie privée et quels sont les droits de liberté de tout le monde. Et si on parle, par exemple, du chose qu'on doit parler aujourd'hui, je pense, non pas vraiment parler, mais si on parle de Corona, là, on a aussi cette question, quelles sont les protections qu'on peut mettre sur tout le monde, sur la société, et combien on peut minimer la liberté de l'individu. Alors ça, c'est un conflit qu'on a. Et je pense que ça, c'est la même discussion qu'on a avec ces applications qui peuvent vraiment contrôler la vie privée des individus. Et là, on a aussi, peut-être ça aide la société d'une façon, mais de l'autre façon, c'est un problème pour la liberté individuelle. Et c'est ce qu'on voit peut-être aussi entre la Chine et aussi l'Europe ou Suisse, c'est nous, on a des valeurs de base en arrière qui sont vraiment différentes. Nous, on pense liberté, ça c'est important. En Chine, ce n'est pas si important parce qu'ils ont un système différent, ils ont des valeurs culturelles différentes et ces concepts sont importants pour discuter ces choses. Et ça devient exceptionnellement problématique si on a des algorithmes développés en Chine qui sont usés en Europe, où on a des valeurs différentes, et les algorithmes, compris des valeurs ou des décisions d'éthique différentes là-dedans, et ça donne des problèmes. Et la question, c'est comment on fait ça, comment on contrôle ça, ou comment on fait avec oui, les différentes valeurs. Et comment on programme ces softs pour inclure les différences en valeurs. Et je vais rebondir un petit peu là-dessus et revenir sur le climat, qui est un problème mondial. Et donc justement, comment dans ce contexte-là, on peut harmoniser, enfin, comment on gère justement ces différences de valeurs sur ce problème qui est global. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une communauté globale qui décide ensemble. Alors,
c'est l'UNFCCC, alors là où tout le monde vient pour discuter les décisions politiques sur le climat. Et l'intéressant pour moi, comme je connais les différentes positions, c'est que les principes qui sont mis en avant pour proposer des positions sont très, très similaires. Alors, la différence, c'est la référence sur l'histoire et l'importance des émissions historiques de l'Europe ou l'américain. Ça, c'est quelque chose. Là, on lutte, mais les principes qui sont usés pour justifier ces positions sont plus ou moins acceptés. Alors, c'est accepter que ceux qui en polluent doivent payer. Ça, c'est quelque chose qui est aussi usé par la Chine pour dire pourquoi elle ne réduit pas leurs émissions si beaucoup, parce qu'ils n'ont pas pollué en passé si beaucoup. Alors ça, c'est une raison qui est proposée. Et c'est accepté par tout le monde, mais pas tout le monde accepte ce qu'il est demandé de faire, les responsabilités qu'on pourrait justifier avec ça. Alors, mais le principe est le même. Super, merci. On a plusieurs questions en ligne. Je passe le micro à Ibrahim. Alors la première est une question de Cyrus. Ça concerne les expérimentations animales. Sa question est comment vous interprétez ce combat que mènent les gens contre les expérimentations animales? Est-ce que pour vous c'est un combat au nom de la raison, par ignorance ou par idéalisme? Est-ce que vous pensez que leur démarche est ouverte à un mariage entre éthique, science et médecine? Qui veut prendre la parole sur le sujet épineux de l'expérimentation animale? Jean-Marie. Je vais apprendre d'autant plus que je ne fais pas d'expérimentation animale, je fais l'expérimentation humaine. Je fais parler les gens et puis je regarde leurs activités cérébrales, enfin des choses comme ça. Donc c'est oui. Alors j'ai l'impression que c'est un peu, c'est quand même des principes qui sont assez proches de la loi sur l'être humain pour certaines choses, dans le sens que est-ce qu'on doit passer par là? Est-ce que il faut que la science soit correcte? Il faut qu'elle amène des résultats? Il faut qu'elle amène des résultats positifs? Et c'est juste. Par contre, c'est vrai que par rapport à l'homme, il n'y a pas le consentement. Et puis, il n'y a pas non plus disons, les animaux ne sont pas, ils subissent effectivement. Il y en a qui sont tués, enfin, dans ce sens-là. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le nombre d'animaux utilisés dans les études a beaucoup diminué ces dernières années. Moi, je ne me suis pas préparé à cette question, mais c'est vraiment quelque chose qui a été... disons, les remarques sur l'expérimentation animale ont conduit les chercheurs à faire beaucoup plus attention. Et puis, ceux qui peuvent utiliser aussi des lignées cellulaires ou comme ça. J'ai appris, et puis il y a effectivement une commission d'éthique pour l'expérimentation animale. Par contre, j'ai appris que je crois que les études sur les mouches, par exemple, n'ont pas besoin de passer par la commission d'éthique animale, des choses comme ça. Enfin, il y a probablement quelques différences sur certaines, selon les animaux. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu de manière satisfaisante, mais effectivement, il y a des principes éthiques et la force de ces mouvements, c'est de pousser les chercheurs à optimaliser et à aussi être attentifs à la qualité des animaux. On est beaucoup plus attentif maintenant avec l'anesthésie, par exemple, qu'on l'était il y a peut-être 40 ans. Merci. Ivo, vous prenez le micro. Il y a deux choses qui sont importantes pour cette question. Je ne peux pas vraiment prendre une position, mais une chose, c'est certainement
qu'on a discuté, ou on est en train de discuter de définir les droits ou le statut des animaux dans notre éthique. Certains gens pensent que les animaux sont similaires ou égaux comme les hommes. Les autres gens pensent que les animaux sont des choses à user des hommes. Et si on parle des expériments, c'est vraiment important comment on définit le statut des animaux dans notre éthique. Alors ça, c'est une chose qui est importante. Et l'autre chose, c'est vraiment, il y a des lois qui sont établies, qu'on dit on doit réduire le nombre des animaux, on doit réduire le mal pour les animaux. Et il y a encore un troisième R que j'ai oublié, et ça peut-être montre l'influence de l'éthique sur la sorte de recherche qu'on fait, et peut-être ça peut aussi expliquer pourquoi on a moins d'animaux qui sont usés dans la recherche. Merci. Autre question en ligne. Ibrahim. Une question de Yolanda. Elle demande si les intérêts économiques et politiques ont une influence au niveau de l'éthique. Les intérêts économiques et politiques ont une influence au niveau de l'éthique. Alors, question, jamais répond Jean-Marie. Ouais. Alors, la question, je pense qu'on peut poser la question de deux parts. D'une façon, c'est certain que la politique ou l'économie influence notre pensée éthique, mais de l'autre part, l'économie, mais aussi la politique, c'est plein de l'éthique. Parce que si on regarde très proche, et si on connaît les concepts, on voit toutes les positions, tous les intérêts formulés, c'est beaucoup de fois, il y a des implications éthiques là-dedans. Et ce que l'éthique essaie avec la pratique, c'est vraiment de diminuer ou neutraliser les différences économiques ou politiques qui pourraient faire une décision éthique mal parce qu'on a des power, je ne sais pas, les puissances inégales, ou si on a des sources inégales qui font une décision éthique plus raisonnable, mais une décision de puissance ou une décision économique, mais qui n'est pas raisonnable au cas qu'on regarde. Merci. Ibrahim reprend le micro. Je passe volontiers après la parole à quelqu'un dans la salle, si vous avez des questions. Mais pour l'heure, c'est une question de Gizana qui demande si le Covid a une influence sur la relation entre éthique et médecine-science. Si oui, laquelle ? Je répète, le Covid a-t-il une influence sur la relation entre éthique et médecine-science ? Si oui, laquelle ? Alors Jean-Marie, dans un premier temps. Oui, je vais donner une réponse. Oui. Je pense que mes collègues sont aussi... Alors, il y a certainement une influence. D'abord, dans le nombre de projets. La commission d'éthique a reçu 40 projets de recherche en plus que d'habitude liés au Covid. C'est juste, donc, ça a incité plus de recherche, ça a incité plus d'éthique, ça c'est une chose. Et puis, le grand problème, je pense, plus général, c'est l'aspect pandémique. Est-ce que la prévention... finalement, est-ce qu'il faut plutôt défendre la société ou le défendre l'individu ? On est dans une phase où on est dans une phase beaucoup plus dictatoriale. Le Conseil fédéral décide, etc. Donc, c'est quelque chose qui est inhabituel et probablement ça doit modifier. Je ne sais pas si ça modifie les principes éthiques, mais ça modifie l'application peut-être. Ivo, un commentaire ? Alors, je veux ajouter une chose. Ouais. J'espère que je trouve les mots. Parce que maintenant, alors, il y a aussi l'Académie de sciences médicales. Là, il y a eu des éthiciens qui ont fait un travail très, très important à cause des questions si les ressources dans les... maintenant, ça, c'est le mot. Notfallstation. Oui, dans les urgences.
Dans les urgences, comment on distribue les ressources dans les urgences, les lits, les aspirateurs et tout ça. Et là, on a vraiment des nouvelles règles qui ont été développées à cause de la pandémie. Alors, c'est-à-dire, on a une nouvelle situation, on doit avoir des règles de décision et l'éthique doit changer les règles qui existent. Alors, on peut dire qu'une nouvelle situation change le genre qu'on doit penser sur certaines choses. C'est la même chose avec le changement climatique. Si on ferait vraiment ce qui est raisonnable, disons, on devrait changer beaucoup de choses. On ne fait pas, mais pendant la pandémie, on a changé, disons, certaines choses dans les décisions qui peut-être deviennent nécessaires. Autre questions ou commentaires? Est-ce qu'il vous reste une petite idée derrière la tête ou un commentaire qui n'aurait pas été adressé? Il est encore temps. Oui, Ivo, allez-y. Peut-être pour retourner aux algorithmes et toutes ces choses, parce que tu as dit une chose qui me semble très importante. On peut faire beaucoup avec ces algorithmes, ils peuvent nous aider dans des travaux répétitifs, mais une chose que tu as dit, c'était la décision n'est pas prise par les algorithmes. Et à mon avis, si on parle de la digitalisation dans toutes les pratiques qu'on a, je pense que ça, c'est une chose vraiment importante et c'est toujours nous qui devons prendre la responsabilité en décision. Et à mon avis, ça serait un développement très bien dans la digitalisation. Et dans le cas de catastrophe, c'est pareil finalement. On a de plus en plus des softs qui prennent des décisions très rapides. Pourquoi? C'est parce que l'être humain pourrait être trop lent pour réagir à une catastrophe. Donc je suis d'accord avec toi, puis à la fois, je dirais que ça dépend du contexte de l'application. Alors, je propose quelque chose. Je ne peux pas le programmer, mais je propose qu'on pourrait demander les êtres humains qui ont un Tesla de décider s'ils sont conséquentialistes ou déontologues. Ça, ce sont deux danses standards. On pourrait faire un questionnaire et après on sait, OK, alors, tu veux qu'on décide des décisions comme ça ou comme ça. Alors, est-ce que le Tesla tue un bébé ou 3 enfants? Ça, c'est une décision qu'on peut prendre différemment, dépendant du standard. Et je pense, si on aurait un questionnaire qui dit au Tesla, alors tu es déontologue ou tu es conséquentialiste, ou tu es à gauche ou à droite politiquement, ça aide le Tesla de décider au nom de l'individu. Mais ça, il faut faire en avant, ça c'est clair. Oui. Oui, alors moi j'entends tout souvent cette question de la Tesla. Si on a le choix, entre guillemets, c'est un horrible choix bien sûr, et c'est quelque chose justement de très abstrait pour moi. Si le choix c'est de tuer un bébé dans une poussette ou une vieille dame, qu'est-ce qu'on fait? Mais je pense que c'est pas, pour moi c'est pas le débat, parce que c'est le genre de cas qui arrive jamais en pratique, je ne sais pas. Et je ne pense pas qu'un être humain, de toute manière, a le temps de se positionner face à cette problématique. Donc je comprends bien sûr que ce soit dans l'absolu un grand problème, et bien sûr qu'en tant qu'informaticien, il faut qu'on se pose ces questions, mais finalement je ne suis pas sûr que ce soit une question si importante que ça. La vraie question pour moi, c'est est-ce qu'on peut avoir une voiture autonome qui fait beaucoup moins d'accidents que les êtres humains. Et à l'heure actuelle, ce n'est pas le cas. On n'est pas à un degré de sophistication où la voiture peut vraiment être autonome. Donc je dirais qu'on n'a même pas à se poser cette question, parce que pour l'instant, il faut encore que l'être humain soit derrière la voiture. Est-ce qu'il n'y a pas une question de responsabilité? Ça change la responsabilité en fonction de qui prend la décision? L'autre question pourrait être, qui est responsable si ce n'est pas les êtres humains qui achètent le Tesla? Alors le Tesla, l'exemple n'est pas important. Mais ce qui est important pour moi, c'est la base des décisions que le Tesla prend. Est-ce que c'est dirigé par l'humain qui conduit la voiture en avant, disons, ou c'est la voiture soi-même ou l'informaticien?
Parce que c'est celui qui prend les décisions éthiques si ce n'est pas l'être humain qui achète le Tesla. Et ça, c'est la question après, c'est où est la responsabilité? Et enfin, je pense que la responsabilité, d'une façon, est toujours avec un être humain. Mais je pense que c'est important qu'on est clair que ça doit être un être humain. Et je ne pense pas que les informaticiens veulent prendre la responsabilité pour tous ceux qui ont acheté un Tesla. Alors ça doit être ceux qui ont acheté un Tesla qui, d'une façon, sont faits responsables pour les décisions. Si on a une fois une voiture autonome, si on stoppe avant, on dit oui, on ne veut pas des voitures autonomes, et le problème est différent. Ça, c'est clair. J'ai pas de réponse, hein, mais je vais quand même essayer de commenter. Donc, c'est clair qu'à l'heure actuelle, il doit toujours y avoir un être humain, donc le cas ne se pose pas, mais le cas va se poser, j'espère, hein, qu'on aura bientôt vraiment des vraies voitures autonomes d'ici. Alors, il ne faut pas imaginer que ce sera demain, malheureusement, il ne faut pas écouter Elon Musk, mais il y a un vrai level d'autonomie, on appelle ça par exemple un level d'autonomie 5. Hein. À l'heure actuelle, la Tesla a de la peine à 3, donc il y a encore différentes échelles à passer. Donc un level d'autonomie 5, ça veut dire vraiment une voiture qu'on pourrait laisser autonome. Là, on devra légiférer, effectivement, et c'est des questions éthiques et légales. Ce qu'on peut imaginer, mais là c'est une conjecture de ma part, c'est que, effectivement, alors d'une part, l'ingénieur ne sera pas responsable, sauf en cas de faute majeure. Donc si vraiment l'ingénieur a fait, c'est comme quelqu'un qui fait, j'en sais rien, un médecin qui fait une faute grave, et bien entendu, il sera punissable. Là, ce sera pareil. Si l'ingénieur a fait son travail, je ne pense pas que l'ingénieur sera punissable, ni que Tesla sera punissable. Et comme chuchotait Maurizio ici, je pense que tout cela également va se régler simplement au niveau du contrat d'achat. Donc, quand vous achèterez une voiture autonome dans le futur, probablement que vous aurez le choix entre utiliser le soft autonome et accepter les problèmes qui s'engendrent ou ne pas l'utiliser. Donc, quelque part, je ne pense pas que ce sera l'algorithme qui sera responsable, ce sera vraiment soit le client, et ce sera le client qui décidera. C'est ce que je vois. Après, il y a d'autres idées. Hein. Il y a des juristes très importants, notamment à Genève, qui pensent qu'une intelligence artificielle doit être une entité juridique. Donc, effectivement, on doit pouvoir intenter un procès à une intelligence artificielle. Mais ça, à l'heure actuelle, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas possible dans le cadre juridique suisse. Et je ne suis pas sûr que ce sera possible dans le futur. Alors, finalement, on vous passe la parole. La solution. En réalité, ce n'est même pas nécessaire parce que Philippe a toujours anticipé la position. Parlez bien dans le micro. C'est bon. Non, Philippe a répondu à beaucoup de questions, mais plutôt la question que je me pose. Gardez bien le micro devant la bouche. Ouais. Merci. Alors je change de main. Pardon, c'est des origines italophones. Évidemment, je dois bouger les mains tout le temps. Non, mais c'est où, par exemple, que la responsabilité individuelle s'arrête et où intervient l'éthique. Parce qu'il y a plusieurs questions qui sont sorties dans la salle par rapport à la technologie. Et je me pose la question si c'est un problème d'éducation. Peut-être qu'on doit résoudre plutôt qu'un problème d'éthique. Parce que, par exemple, les données personnelles, ok, il y a un cadre légal qui a rendu très compliqué les choses en Europe, c'est vrai, mais aux États-Unis et en Chine, c'est différent. Mais le problème, c'est qu'on a tous signé ces accords. Même, on rentre dans un bar, il y a un QR code. Je ne sais pas combien de personnes là-dedans ont regardé qui stocke les données, comment elles sont stockées, etc. Est-ce que c'est l'éthique qui doit vraiment répondre à ça, ou c'est plutôt un problème social? Je disais au fin, c'est un problème social parce que les lois doivent être faites par la société. Alors l'éthique ne peut pas prendre de responsabilité. On peut seulement proposer des méthodologies pour décider ou faire un défi pour l'informaticien discuter pour en penser. Et si on fait un projet, peut-être on a des solutions, on a des idées. Mais au fin, c'est la société qui doit dire, alors ça c'est loi, ça c'est pas loi, ça c'est légitime, pas légitime, et c'est pas l'éthique qui peut faire la décision. Ou c'est une institution comme le comité que Jean-Marie fait partie,
qui a eu ce mandat de faire ces décisions au nom de la société. Mais l'éthique soi-même ne peut pas faire des décisions. Ou disons, ça c'est ma position. Je peux que faire des propositions ou au moins demander des questions. Après, il y a la question, je pense aussi la question de l'éducation de l'individu, de donner les moyens à l'individu de prendre les bonnes décisions. Et ça, je ne suis pas sûr, avec un certain nombre d'avancées technologiques, je ne suis pas sûr que tous les individus sont effectivement armés pour comprendre effectivement ce qu'ils signent, ce à quoi ils s'engagent. Et je pense que là, du coup, il y aurait toute une partie d'éducation, donc du travail pour vous, Ivo, d'enseigner, d'éduquer, de donner les armes nécessaires à chaque individu pour prendre les bonnes décisions. Je disais, avant, je devrais apprendre comme les algorithmes marchent tout en détail. Et on pourrait ajouter les concepts éthiques. Mais avant, c'est comprendre la technologie. Et c'est aussi important que ceux qui développent la technologie font clair quelles sont les décisions qui sont relevantes d'une perspective éthique qu'ils ont fait. Et ça, il faut comprendre, je pense. Voilà, là, vous balancez quand même la balle, celle-ci, je dois la placer. Parce que on parle beaucoup de Facebook. C'est marrant parce que les informaticiens, il y a 15 ans, disaient « Faites gaffe, ne laissez pas que ces technologies rentrent dans la vie des gens de cette manière. » Et au final, ce n'est pas les informaticiens et les techniciens qui ont poussé en direction de cette rentrée dans la société. Et cet avertissement est arrivé il y a très très longtemps. Et aujourd'hui, on voit que par contre, voilà, peut-être il faut que la technologie rentre plus souvent aussi dans les commissions d'éthique pour la prise de décision. Parce que d'autre point de vue, je trouve aussi que certaines lois qui sont mises en place, par exemple par rapport à la technologie et au développement au niveau européen, c'est l'aberration totale. Ça ne protège personne, mais ça met l'Europe dans une situation de retard par rapport à la Chine et aux États-Unis, par exemple. Vaste question, vaste débat sur que mettre en place, qu'est-ce qu'on met en place. Je ne sais pas si un de nos invités, nos experts veut rebondir là-dessus. Oui, je peux juste commenter. Moi, je suis d'accord avec toi, bien sûr. C'est assez rigolo de voir qu'effectivement, typiquement en Silicon Valley, il y a beaucoup de, comme vous le savez probablement, hein, il y a beaucoup d'écoles, de maternelles, voire de mouvements, par exemple, anti tout ce qui est online. Alors actuellement, avec le Covid, c'est un peu différent, bien sûr, on n'a pas le choix. Mais c'est vrai que les informaticiens, il ne faut pas croire qu'on est forcément pour l'application de toutes ces avancées entre guillemets informatiques. En tout cas, je pense qu'au niveau réseaux sociaux, effectivement, on a plus peur que le client moyen. Moi, j'ai plus de compte Facebook depuis longtemps, pour vous donner un exemple. Et je pense que tu as raison. Là, c'est bien sûr la faute également aux informaticiens, c'est que il faut qu'on soit plus présent, qu'on explique plus les dangers potentiels. Mais c'est assez compliqué à l'heure actuelle parce qu'on a très peu d'experts en informatique, hein, de manière générale, surtout dans les cultures occidentales. Beaucoup de possibilités, beaucoup de jobs, et beaucoup de demandes quelque part. Donc c'est vrai que je pense qu'il y a un problème. Moi, je milite tout le temps pour avoir plus de cours, hein, pas forcément de programmation ou d'informatique, mais on appelle ça la pensée computationnelle. Donc moi, je pense que c'est vraiment important pour les jeunes et les moins jeunes. Hein, je pense notamment aux politiciens. Moi, j'ai souvent affaire à des politiciens. C'est assez compliqué de leur expliquer comment fonctionne finalement le monde digital, parce qu'ils n'ont pas de base, et c'est pas de leur faute, bien sûr. C'est qu'ils n'ont jamais eu de cours d'informatique. Et donc, tout ce que je veux dire, c'est que je pense que c'est très important de parler de ces sujets justement computationnels, de parler de comment fonctionnent les algorithmes, parce que de plus en plus, c'est des choses qui sont extrêmement importantes dans nos vies de tous les jours. Donc encore une fois, toutes vos décisions à l'heure actuelle, pas toutes, mais une grande partie de vos décisions sont influencées d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans le monde physique et dans le monde digital, par des algorithmes. Et donc je pense qu'il faut en être vraiment très conscient.
Et je pense, extrêmement dangereux. Je pense que ça tombe sous le sens qu'on ait des entreprises américaines ou chinoises qui ont le monopole sur certains pans de notre vie. Si, mettons, la RTS n'existe plus, et qu'on regarde tous Netflix, et qu'on est tous dépendants de l'algorithme de recommandation de Netflix, je pense que là, on a vraiment des soucis à se faire. Merci pour ces réflexions. Est-ce que je me tourne vers le public? Est-ce qu'il reste encore des idées qui vous démangent, des questions ou des commentaires? Ibrahim, est-ce que les réseaux sociaux sont silencieux? Alors, je vais terminer officiellement ce café scientifique. Merci à vous. Je propose qu'on applaudisse tous nos invités ce soir. Je propose qu'on applaudisse aussi notre public ce soir. Merci à vous. C'était un plaisir d'être en votre compagnie. Je repasse le micro à Farida, qui va nous faire quelques petites annonces sur les prochains cafés, j'imagine. Puis je propose qu'on applaudisse aussi Samuel pour cette modération et cette soirée. Peut-être juste un dernier petit coup de pub, on le fait toujours. Merci à tous d'avoir participé. Vous savez que la situation fait que c'est pas évident. On remercie vraiment la technique au Nouveau Monde qui nous soutient dans l'élaboration de ces cafés et qui nous permet d'être en ligne. Donc merci aussi aux gens qui sont intervenus en ligne et en live. Si vous avez suivi un peu l'actualité de la journée, vous savez que le Conseil fédéral s'exprimera encore la semaine prochaine sur d'éventuelles nouvelles mesures et que donc on ne sait jamais d'un mois à l'autre où nous serons et où nous vous retrouverons. C'est pourquoi je vous invite, si vous êtes intéressé par notre programme, à scanner le QR code qui se trouve sur le papier qui est devant vous ou à vous inscrire à notre newsletter sur notre site. Ainsi, ça nous permet de vous dire un peu dernière minute si on aura l'occasion de se retrouver tous ensemble dans cette salle ou si nous devrons nous retrouver uniquement en ligne la prochaine fois. Les 2 prochains cafés, cette fois c'est 2 le mois prochain. Le premier en allemand devrait normalement se dérouler à Gain et il traitera, les sujets finissent toujours par se rejoindre d'une manière ou d'une autre, du binge-watching. Donc est-ce que Netflix nous vole notre sommeil? Ce café-là est le seul de la série de l'année qui se déroule uniquement en allemand. Et puis, celui-là, c'est le 19 novembre. Et puis, le 25 novembre, on se retrouvera, on croise tous les doigts, ici, pour un café qui parlera de la pandémie et de l'Église catholique. Est-ce que les distances doivent être gardées ou rapprochées? Voilà. En attendant ces 2 événements, je vous invite, comme je vous l'ai dit au début, à nous rejoindre à gauche en sortant de la salle, à commander un petit verre et à vous installer avec vos masques à table pour poursuivre éventuellement cette discussion entre vous, avec nos experts, et surtout à vous hydrater un peu parce que je crois qu'on en a tous besoin. Merci beaucoup et bonne soirée.